pourquoi de telles divergences entre l'Europe et les États-Unis? C'est le thème de notre nouvelle table ronde. Et donc j'appelle donc sur scène les participants à ce nouveau forum de discussion. Philippe Aghion, économiste, merci de nous rejoindre. Alexandra Hopp-Scheffer du German Marshall Funds. Jacques Lecacheux, qui est économiste. Alvaro Santos Pereira de l'OCDE. Horst Teltschik, le conseiller diplomatique de l'ancien chancelier Kohl. Et bien sûr, Christine Buhagar, directrice de la rédaction Europe de l'agence France Presse. Bonjour à tous. Je suis pas sûre. Ça marche? Oui. Bonjour à tous et merci d'être venus à ce débat. Donc, on va regarder un peu la résilience des modèles européens et américains à la crise qui s'est abattue sur eux. Si l'on s'en tient à quelques chiffres de base, le game is over. On peut rentrer chez nous, le match est joué, le vainqueur est sans conteste le continent américain. Je vous donne juste 4 chiffres. La croissance annualisée américaine au deuxième trimestre, 3,9%. La zone euro, 1,5%. Le chômage aux USA, 5,4% de la population active en août 2015. L'UE, à la même date, 11%. Alors heureusement, et les participants à ce panel vont nous l'expliquer, les choses sont loin d'être aussi simples et surtout dans un contexte de croissance durable, équilibrée, à moyen et long terme, il va être beaucoup plus difficile de déterminer s'il y a un vainqueur ou s'il n'y en a pas. Donc pour analyser les forces et faiblesses des deux blocs, Ulysse vous a déjà un peu donné la liste des invités, je vais y revenir. Donc Horst Teltschik, qui était conseiller d'Helmut Kohl puis d'Angela Merkel, qui a aussi présidé Boeing et la conférence de Munich. Philippe Aghion, donc, qui est professeur à Harvard, qui est aussi à l'école d'économie de... D'accord, alors au Collège de France. Jacques Lecacheux de l'OFCE, qui est professeur des universités. À propos de l'OFCE, je salue aussi son ancien président Jean-Paul Fitoussi, qui préside ce forum. Alvaro Santos Pereira, qui était ministre de l'économie des finances du Portugal entre 2011 et 2013 et dirige maintenant les études économiques de l'OCDE. Et Alexandra de Hopp-Scheffer du German Marshall Fund, qui nous parlera notamment des relations transatlantiques. Puis nous avons aussi un participant par liaison vidéo, qui est Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace, qui n'a pas pu être avec nous parce qu'il est à Kourou, et qui a néanmoins enregistré plusieurs messages à notre intention. Avant d'ouvrir ce débat, je voudrais juste vous montrer une petite vidéo pour nous remémorer ce qu'a été la crise des subprimes aux États-Unis et les effets qu'elle a eus sur les gens. Donc voilà, quelques images qui vont vous rappeler des souvenirs. U.S. stocks went into a tailspin on Monday after financial woes claimed 2 more victims. Wall Street giants Merrill Lynch and Lehman Brothers succumbed to the credit and subprime crises over the weekend. Few people knew what subprime real estate loans were at the start of the year. They do now. The risky mortgages offered to borrowers with shaky credit are being blamed for a banking crisis that has cost American and global banks hundreds of billions of dollars. Obviously, the financial market crisis, which started in the United States, is now more serious and even more global than it was a few weeks ago. The risk of contagion are very high. Because these two institutions either own or guarantee up to 40% of all mortgages in the U.S., their rescue was of national interest. The Moscow Bourse dropped 10% and suspended trading altogether. Central banks injected hundreds of billions of dollars into the banking system, but failed to steady nerve. On Monday, Britain jumped in to rescue the troubled lender Bradford and Bingley. For weeks, it appeared that Europe was immune from the disaster rocking Wall Street. Not anymore. Europe wakes up to a nightmarish drop. London, Paris, Frankfurt, all taking a tumble. The British government announces a partial nationalization of major banks. Right now, we're living through history. Compared to its highs, the market has lost 45 to 46%. If we look at market history, even in 1929, we didn't see losses like this.
Organization for Economic Cooperation and Development estimates 25 million people could lose their jobs worldwide in 2009. So how will the world emerge from this crisis? So, how did it emerge, especially the United States? Alvaro Pereira, could you give us an overview of what is the situation in the States today? Well, the situation in the States, we had a graph yesterday in the Outlook that I think is very revealing in terms of how the recovery has proceeded in the United States and in Europe, especially in terms of investment. You could see that investment is now in the United States above the pre-crisis levels, whereas in Europe, quite the contrary, it's still a long way to get to the pre-crisis level. This has to do mostly with the stabilization policy that was followed as a follow-up to the crisis, both in terms of fiscal policy, in which the United States was a lot more proactive, let's put it this way, and in terms of monetary policy. Until about 2013, monetary policy in the ECB was almost de facto contractionary, which meant that contrary to what happened to the United States and the United Kingdom, which was a very proactive monetary policy, Europe responded quite the opposite. Even if you think about, obviously there's a debt problem in several countries of Europe, I think the consequence of thinking only about reforms was important up to a point, but needed to have, I think, some demand support. And even though a lot of countries, in fact, we showed a picture yesterday, a lot of countries invested in, I personally was involved in a Troika program in doing a lot of reforms, and we are strongly convinced that doing structural reform was good for the economy, and I think starting to see the results. When you have countries, especially in the periphery of Europe, where you do not have monetary policy, at least, you have a de facto contraction in monetary policy. You do not have an exchange rate policy. In fact, the euro was appreciating in the first part of the crisis. And at the same time, you have no fiscal policy because you have no margin. Basically, it's like throwing somebody into the water with their hands tied and expecting them to swim. So, so the recovery you can see in Europe is, in terms of investment, in terms of business confidence, starting to come up. But I think the more proactive policy in the United States is having better results than at the first response that Europe had. Donc on est déjà sur la remise en cause de la façon dont l'Europe a agi, mais est-ce qu'on pourrait aussi revenir d'abord plus en détail sur les États-Unis et notamment les différents facteurs qui leur ont permis de s'en sortir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que l'Europe? Est-ce que Alexandra de Hoop-Scheffer, vous pouvez nous expliquer quels ont été ces facteurs? Absolument. Je pense que ça a été une combinaison de plusieurs facteurs. Finalement, ça a commencé en 2008 avec Bush qui a déployé le premier plan de relance, 150 milliards de dollars, ensuite 300 milliards de dollars, notamment pour venir en aide aux ménages les plus surendettés. Et ensuite, Obama a lancé en février 2009, ça a été une de ses premières décisions politiques, le programme de dépenses budgétaires le plus important de l'histoire américaine. Et donc l'idée, c'était effectivement de prendre des mesures exceptionnelles pour répondre à une crise économique d'envergure exceptionnelle. Effectivement, il y a eu ensuite une politique monétaire de la Fed extrêmement accommodante avec des taux de directeurs proches de zéro. Et d'ailleurs, elle les conserve jusqu'à maintenant. Elle a été extrêmement prudente. Elle reporte année après année justement l'idée de rehausser ces taux directeurs de peur que finalement la reprise économique américaine que l'on voit aujourd'hui est peut-être un peu plus fragile qu'on ne le pense, que ça peut aussi avoir un impact pour les autres économies dans le monde. Donc les plans de relance ont été décisifs, une dépense de plus de 4 000 milliards de dollars de liquidités donc injectées dans l'économie américaine. Je pense que les États-Unis sont effectivement le seul pays à pouvoir le faire. En Europe, on a fait ça à un niveau, je dirais, beaucoup plus modeste. Mais bien sûr, les conséquences ne sont pas négligeables. On est passé d'une crise financière économique à une crise de la dette. Aujourd'hui, la dette américaine dépasse plus de 18 000 milliards de dollars, donc plus de 110% du PIB américain.
sous l'administration Obama. Donc depuis 2009, cette dette s'est accrue de plus de 70%, donc en raison aussi de ce programme budgétaire. Donc il y a eu ces dépenses publiques, il y a eu ensuite une reprise assez rapidement de la consommation des ménages américains, sachant que la consommation aux États-Unis participe à plus de 70% du PIB américain, donc ce n'est pas négligeable. Ça a aussi été, je dirais, encouragé par la baisse du prix de pétrole. Et enfin, je terminerai sur un facteur qui peut-être aussi révèle les fragilités de la reprise économique américaine aujourd'hui, qui est l'exploitation du gaz de schiste et du pétrole de schiste. C'est très important. Pourquoi ? Quand on regarde par exemple les États du Texas, du Dakota du Nord, qui concentrent plus de 90% de la production du pétrole de schiste, on voit qu'entre les années 2005 jusqu'à 2014, ces deux États ont contribué à 23% de la croissance américaine, alors qu'en 2010, ils représentaient 8%. Or, qu'est-ce que l'on voit ? C'est qu'avec la chute brutale du prix de pétrole, l'exploitation du gaz de schiste est en train de connaître une crise depuis le printemps 2014, et ça impacte plein de volets de la croissance américaine. Et peut-être que ce ralentissement que l'on voit notamment dans le troisième trimestre de cette année est également dû à ce facteur-là. Avant d'arriver aux faiblesses justement de la croissance actuelle américaine, je voudrais juste qu'on regarde aussi l'opinion de Stéphane Israël, donc le PDG d'Ariane Espace, sur le soutien que la puissance publique américaine a apporté au secteur de l'industrie. Donc il a enregistré une vidéo que vous allez voir. Je pense que l'espace est un exemple d'une réussite européenne, car c'est un domaine où les Européens ont su s'allier. Ils ont su s'allier de deux façons. Ils l'ont fait à travers l'Agence spatiale européenne, qui fédère un certain nombre d'États autour de programmes, et c'est vrai évidemment pour le programme Ariane. Puis ensuite est venue la Commission européenne et l'Union européenne, qui eux-mêmes ont ajouté des financements et une politique spatiale. On le voit avec les programmes Galileo et Copernicus. Donc la première raison de ce succès, c'est cette capacité à s'allier autour de projets. Ensuite, il y a une excellence industrielle, une excellence technologique. C'est vrai dans le domaine des satellites, c'est vrai dans le domaine des lanceurs. Et s'agissant des lanceurs, la France est vraiment, depuis le début, la colonne vertébrale du programme Ariane. Le programme Ariane, c'est un programme où il y a aussi des Allemands, des Italiens, des Belges, des Suisses, d'autres nations encore. Mais depuis le début, la France représente plus de 50% de ce programme. Dans le domaine du spatial, quel est le rôle de la puissance publique des deux côtés de l'Atlantique ? Bien, c'est un rôle très important. Si l'on s'en tient aux lanceurs et si l'on parle d'abord des États-Unis, les États-Unis utilisent la puissance publique avant tout comme un acheteur. Il y a les énormes projets de la NASA, les énormes projets de l'US Air Force, de l'agence, la NOAA, qui assure tout ce qui est données météo. Et là, les États-Unis ont une puissance de feu à travers la multitude des lancements qu'ils financent. Donc, je dirais qu'aux États-Unis, par rapport au domaine qui est le nôtre, le domaine des lanceurs, la puissance publique se positionne avant tout comme un acteur qui achète par lot d'énormes capacités de lancement. En Europe, la puissance publique joue un rôle un peu différent. Elle joue un rôle de financeur des développements. Nous allons lancer le programme Ariane 6 qui va être financé par les États à travers l'Agence spatiale européenne, mais elle est moins un financeur en tant qu'acheteur, car le volume des lancements institutionnels achetés par l'Europe est beaucoup moins important qu'aux États-Unis. Donc il y a un rôle plus important pour financer les développements des lanceurs. C'est vrai dans le passé des différents programmes Ariane, et ça va être vrai avec Ariane 6, mais malheureusement en tant qu'acheteur, la puissance de feu de l'État américain est bien supérieure à la puissance de feu des différents États européens. Les énormes crédits du Pentagone d'acquisition de matériel militaire jouent un rôle important s'agissant du domaine spatial, puisque cela va donner des lancements à travers les lancements de l'US Air Force, qui sont très nombreux, très bien payés. Et c'est vrai qu'en Europe, il y a moins de crédits militaires, moins de crédits d'équipement militaire. Et de surcroît aux États-Unis, ces crédits sont directement branchés, je dirais, du Pentagone vers la Silicon Valley et sont un facteur d'innovation. J'étais il y a quelques années à San Diego, alors c'est un peu au sud de la Silicon Valley, mais j'étais frappé de voir un certain nombre de startups qui, quand elles disaient quels étaient leurs financeurs et qu'il y avait derrière leur programme, on retrouvait très vite en fait le Pentagone
et le DoD américain. Et donc il y a un lien direct aux États-Unis entre ambition militaire et capacité d'innovation. En France et en Europe, nous avons une moindre ambition en termes d'équipement militaire et il y a peut-être moins directement une alimentation de l'innovation. Donc ça, c'est une différence assez notable. Donc on a vu un peu ce qui a soutenu la croissance américaine. Ce qu'on voit, c'est qu'au troisième trimestre, elle a quand même un peu ralenti. Alexandra parlait de l'effet gaz de schiste qui est en train de s'émousser. Il y a une autre interrogation qui est posée par beaucoup d'économistes, du prix Nobel Joseph Stiglitz à l'ancien économiste en chef du FMI Olivier Blanchard, qui disent la montée des inégalités aux États-Unis devient une menace pour la croissance américaine. Qu'en pensez-vous, Jacques Lecacheux? Alors, en fait, oui, il y a beaucoup de travaux et l'OCDE a publié il y a quelques jours, il y a 2-3 semaines, un ensemble de statistiques assez intéressantes qui comparent les évolutions du PIB moyen avec le revenu médian pour les différents pays. Et quand on compare justement les États-Unis avec l'Europe, c'est une des divergences très frappantes. C'est-à-dire qu'effectivement, la croissance aux États-Unis ces dernières décennies a été beaucoup plus soutenue qu'en Europe. Donc le PIB par tête a augmenté beaucoup. Mais quand on regarde les revenus médians, alors là, c'est beaucoup moins vrai parce qu'aux États-Unis, les revenus médians, c'est-à-dire le revenu de la personne qui est au milieu de la répartition des revenus, n'a pratiquement pas augmenté depuis plusieurs décennies, et notamment depuis la crise. La divergence entre moyenne et médian est très très forte. Donc c'est quand même effectivement un sujet de préoccupation parce que eh bien, au fond, la croissance des revenus est concentrée sur une toute petite partie de la population aux États-Unis, y compris depuis la crise. Est-ce que vous pensez, Philippe Aghion, qu'il y a une aggravation justement de cette tendance à l'accroissement des inégalités? Et vous pouvez nous expliquer le mécanisme que ça a sur la croissance? C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu une aggravation des inégalités. Je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a plusieurs mesures d'inégalité. Il y a la part qui revient au top 1%. Il y a les inégalités plus globales, qu'on mesure par le Gini, c'est-à-dire l'écart à l'égalité parfaite. Et puis il y a ce qu'on appelle la mobilité sociale. Et effectivement, il y a eu, aux États-Unis, l'inégalité globale aussi a augmenté. Et la mobilité sociale a été plutôt réduite globalement. Et c'est ça qui est un problème. Le top 1% en soi n'est pas forcément un problème, parce que d'abord, par exemple, l'homme le plus riche en Suède aujourd'hui, c'est M. Skype. M. Skype n'existait pas il y a 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas très grave, vous voyez, que ce soit le top 1%. Donc, c'est-à-dire, ça devient un problème s'il n'y a pas de mobilité. Je crois que ce qui est très important, c'est la mobilité sociale. Et effectivement, aux États-Unis, il y a eu une réduction de la mobilité sociale. Mais ce n'est pas le cas dans les pays scandinaves. Par exemple, les pays scandinaves, en Suède, depuis 25 ans, la part du top 1% a augmenté un petit peu, mais la mobilité sociale n'a pas été réduite et le Gini, qui mesure l'inégalité globale, n'a pas augmenté. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut faire très attention. Et il y a une autre chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a plusieurs sources du top 1%. Il y a l'innovation. Mais l'innovation n'est pas une mauvaise source, parce que l'innovation, elle vous donne de la croissance. Ensuite, l'innovation, c'est des rentes temporaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un top 1%, mais demain, vous serez imité par d'autres, ou d'autres feront mieux que vous. C'est la destruction créatrice schumpeterienne, et elle est un facteur de mobilité. Par contre, il y a des gens qui sont au top 1%, ce que j'appelle Carlos Slim, au Mexique. Carlos Slim est devenu riche parce qu'ils ont privatisé les télécoms de Mexico, et M. Salinas lui a fait cadeau des télécoms de Mexico. Il est devenu très très riche. Et c'est la monopole non régulée. Donc ça, c'est une mauvaise source de top 1%. Mais je crois qu'il faut faire très très attention de comprendre d'où vient le top 1%. Une partie, c'est l'innovation qui, elle, donne de la mobilité sociale et donne de la croissance. Et puis, il y a Carlos Slim qui lui met des barrières à l'entrée. Donc c'est mauvais pour la croissance et c'est également mauvais pour la mobilité sociale. Je crois qu'il faut faire très très attention parce que sinon on a tendance à tout confondre. Carlos Slim et Steve Jobs, ce n'est pas la même chose. Tout à fait, mais cette mobilité sociale dont vous parlez, c'était aussi la base de ce qu'on appelait le rêve américain. Donc, est-ce qu'on ne va pas atteindre ce que Mme Lallemand montrait, qui est que les États-Unis restent un peuple très optimiste? Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que, par exemple, les frais universitaires deviennent
hors de prix, c'est-à-dire que les tuitions, ce qu'on appelle les tuitions, c'est-à-dire les frais d'inscription, ont augmenté énormément. Il y a Goldin et Katz qui ont fait des travaux qui ont montré qu'un des gros problèmes aux États-Unis, c'est que ça devient de plus en plus coûteux de faire des études supérieures. Par contre, dans les pays scandinaves qui ont ma préférence, eh bien, les études supérieures sont gratuites. Moi, je suis pour la gratuité totale des études, y compris des études dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que, et plus généralement, c'est-à-dire que là, on peut faire de la croissance par l'innovation et réconcilier la croissance avec une maîtrise des inégalités, avec plus de mobilité sociale et avec une maîtrise de l'environnement. Mais tout dépend évidemment de comment on organise l'État et le gouvernement. Et je crois qu'il faut évidemment, et c'est là qu'évidemment, le problème des États-Unis, c'est que la santé et l'éducation ne sont pas accessibles à tout le monde. Je crois que c'est fondamental de réconcilier la croissance par l'innovation et un mode d'organisation de la société où la santé et l'éducation sont accessibles à tous. Et alors, justement, le débat sur les inégalités a été beaucoup relancé aussi en Europe avec la crise qu'on a vue. Et là, je voudrais me tourner vers Horst Teltschik pour lui demander quelle est... Donc, il a conseillé Helmut Kohl, comme je vous ai expliqué. I would like to know what is, in your view, the main reason for the fact that Europe is lagging behind the United States and had a lot of difficulties to emerge from this crisis? Well, I'm not sure whether I got you right, but coming back on the differences between the United States and Europe, I think Madame Lallemand was absolutely right, pointing out to the different mood in both countries. You see, why are many Germans? They are better off than at any time in history, the Germans. Nevertheless, a great majority are still pessimistic. Why? You get more friends if you are pessimistic, you see? And there's a saying, even in the past, future looked better. Yeah? If a German CEO at the end of the year is presenting the results of its company, the best ever, the best results ever, he would explain how great the company is. But at the end, he will tell, future looks gloomy. Yeah? We don't know what challenges we will face. Yeah. Why should people be optimistic if they are told even the best year of the company, future looks bad or gloomy? And another topic. You see, my Chancellor, Merkel, was just to Paris a few weeks ago. And President Hollande and Angela Merkel decided a program for digitalization of Europe. We are facing the digitalization of Europe for 30 years already. So now we decided a program. Great. Yeah. Why Look is Europe so slow? What is the political reason for Europe being so slow? I mean, what are the roots for this problem of always taking so much time and having difficulties, you know, the guests were explaining that the United States were extremely fast to react, that they were very proactive. So what happened in Europe which made things more difficult? Just to say something on this. It's true that in the aftermath of the crisis, the sequencing was different between US and Europe. US, massive investment to massive, you know, exactly, stimulus package. They also put emphasis on bank stress tests, on bank restructuring and deleveraging, but having a monetary policy that would avoid this having the contractionary effects. And then they are dealing now with budgetary and debt. In Europe, it was the other way around. People were obsessed first by the reduction in budget deficit, and only lately they started to look at the stress tests and all that. So certainly there was a difference. Yeah. But I wanted to say something that is deeper. It's true that they were the bigger resilience of American economies, because of course they were more proactive macro and monetary policy. And I completely agree with you. I completely agree with Jean-Paul. Absolutely, Europe was behind. But it's true also that Draghi is right.
if you do proactive macro policy and you have rigid markets like you have in France, look, France, euro is going down, interest rate is going down, the oil price is going down, and the French economy is not taking off because you have very rigid markets. So you see, you need both. You need the stimulus package, and you need proactive policy, but you also need more flexible, more dynamic markets, and that's where the structural reforms are important. That's what Draghi said 2 years ago. I can do part of the job. I cannot do the whole job. I cannot do the structural reforms for the country. And I will tell you one more thing. It's a big problem, bigger than that. First, work shows that the two are complementary, the structural reforms and the macro policy. But the other thing is that this undermines the trust. A big problem in Europe is the lack of trust between France and Germany. You know, there is la cigale et la fourmi. You know this, la fable de La Fontaine. Les Allemands pensent qu'on est des cigales. Ils ont raison. They think the French are not serious. When they think they will reform, they are not reforming. How do you want us to be more proactive macro? This will give breathing space for them not to reform for longer. So we have to have a pact where we ask for more proactive macro policy. And on the other hand, we do structural reforms that we never do in France. Renzi in Italy has understood that. He's starting to do labor market reform because he knows that if he wants to have a voice in Europe, he has to show the good example. He has to show that he's reforming his economy. That's what France has not yet understood. And I think we need both, because without the trust between France and Germany based on that, Europe is stalled. You will never get Germany to agree on any kind of debt, mutualization of anything, if you are not showing Germany, who has, sweated to get the unification, who is now sweating to get the migrants. If we show them that we are not also reforming seriously our economy, like the Swedes have reformed their economy in 1990 with a fantastic result that we've seen. But if you say Europe is stalled, and when we prepared this debate, Horst Tertschik explained to me that his view was Europe was stalled because the euro itself, the construction was stalled at one point. And Horst Tertschik, could you explain to us what you mean exactly in terms of European integration, which was stopped at the currency and never went to the fiscal and budget harmonization? Well, fortunately, I was in government at one of the best times of the German-French relations and friendship. And because there were two leaders, Helmut Kohl and François Mitterrand, and both were eager to integrate Europe. And both were convinced as better we are cooperating, as stronger both are together and themselves. Therefore, they knew if we stick together, we can manage a lot. And sure, we were not 28 member states at that time, just 9. It was easier. There was only Papandreou, difficult from Greece at that time already. But when he learned to get some money in, he agreed to join. And there was Margaret Thatcher, you see. But our strategy was all the time to isolate her. Yeah? Learning during summits that she will be isolated, she gave in at the end, went back to the parliament, that's my victory. Yeah? The results are my victory. Great. Many of the prime ministers nowadays go home and tell the public, oh, it's a difficult outcome, it's a compromise, not good enough. And therefore they are wondering why people are not supporting it. And look, there was just one sentence, please. There was a simple philosophy for me. Yesterday, Jacques Attali was here. Jacques Attali was my counterpart in Élysée at that time. Our philosophy was, any effort to move ahead in integrating Europe, we would try to do together. If it doesn't work, we start bilaterally. For example, we started to establish a bilateral German-French defense council.
we started a bilateral council for economy and finance. We established a bilateral integrated military brigade. Our military experts in Germany told us it's crazy. Yeah, what sense will a brigade have, and even if it is integrated? We said this is a nucleus, that's a beginning, and hopefully others will join. Well, the problem was after Mitterrand, nobody really stick to all these efforts. But as long as Paris and Germany stick together, today I would include Poland to get the other, the Easterners and the Northerners member states. But if we stick together, we can change a lot in Europe. Look on Ukraine. Chancellor Merkel took Hollande, asking him, join me to Moscow, and we will talk to Putin. Then we go to Minsk, and they've got a settlement, hopefully a final settlement, we don't know yet. But as long as we stick together, we can do a hell lot of things. On a justement accusé à un moment donné l'Allemagne d'avoir poussé trop l'Europe vers l'austérité et d'aggraver ainsi la crise, d'avoir aggravé ainsi la crise. Alvaro Parreira, vous étiez ministre des Finances à l'époque, vous participiez à tous les ECOFIN. Quelle était votre sensation, votre feeling par rapport à cela? Comment se passait la réaction à la crise à l'intérieur de ces conseils des ministres, et qu'est-ce qu'on voulait voir arriver qu'on ne voyait pas arriver en fait? I was not Minister of Finance, I was Minister of Economy and Labor, so I was dealing with the real economy and the structural reform part. Yeah. And I would like to add something. Big question for us. Why is the United States still the technological leader? After all the decades and decades, why is still innovation going to the United States? There's a lot of innovation in Europe, but we have one of the world experts here with Philippe Aguillon, and it will be interesting to know his view on this. But I had a little story I'd like to say before I answer your question on what about innovation and entrepreneurship in Europe. I was with the Prime Minister of Finland at the time, talking with entrepreneurs and innovators from both countries. And I remember there was a very interesting presentation by a young, dynamic couple of entrepreneurs, and they were telling us their dream. Their dream was to build up a really good startup, to increase their size, and then afterwards to sell it to an American or a Chinese company. And that is very revealing about Europe, because if an entrepreneur or a company does not see that the future should be in Europe, they should go to Silicon Valley or somewhere else in the United States in order to pursue their dreams, or just to increase their size just to make some money and then afterwards get out. There's something wrong about this. And I think it's a part of the innovation policy, part of lack of incentives for people to prosper and to become really innovative and entrepreneurs in Europe. As I said, there's a lot of startups, there's a lot of business going on, a lot of innovation, but I do think that Europe is still not friendly towards innovation as, for example, the United States is. And so it will be interesting to know the opinion of Philippe Aguillon about this. But you come back to your question. In any government, even if you have an excellent Minister of Finance, in any government, if you only have one Minister of Finance dealing not only with the short-run problems, but also think about strategically about the economy, you're going to have a disaster of a government. And what happens in Europe is exactly that. Right now, we have the Eurogroup and ECOFIN with excellent finance ministers, but you do not have a counterpart in the economy part, in the economy section. We do not have a Eurogroup for economy ministers. We do not have a Eurogroup to think about reindustrialization of Europe, to think about innovation. We do have a few in Brussels, a few councils, like in Competitiveness Council. I went to Competitiveness Council quite a lot. But it was mostly to talk about transposition of directives. It was mostly to talk about bureaucracy. It was mostly to talk about stuff that, at the end of the day, is not going to matter for people in the street. In fact, this is why people didn't care.
There was not many journalists going there. There's, it's mostly about politicians, and it's mostly about going there with a speech that your services back in the capital prepared to you to be politically correct and say nothing. And so this is something wrong again about Europe. We need to have a counterpart to the ministers of finance. We need the ministers of finance doing the fiscal consolidation, but at the same time, you need to think strategically. You need to think about a vision about Europe, and again, it has to be based on innovation and on entrepreneurship. And so I think that something has to be done about that. And finally, about reforms. One lesson that I think we learned in the OECD, and certainly I learned by personal experience, is that there is no point of doing small reforms. If you're going to do something, do it big. Do a reform that will really matter for you to improve your competitiveness, to improve the flexibility of your labor markets, or to improve the flexibility in your product markets. Give better incentives. But if you're going to do just a reform that, oh, well, I did a labor market reform, but it's not going to have an impact, there's no point. You're going to have everybody against you, a lot of vested interests, and you're not going to do anything for your economy. So very important, prioritize. Government should prioritize to pick 1 or 2 big reforms that need to go. If there is 1 or 2 big vested interests that need to go against, they should target them. And if there is something that the country really needs, either in Italy, it was not only the labor reform. I think it's something that Minister Boschi yesterday was here. Listen, one of the most important reforms that Italy did was the constitutional reform. When they go through, they finish the referendum, finally giving reform a chance in Europe. Because for a while, either because of political instability or because of a very unusual system of parliament, we have a parliament and Senate at the same time, to pass a labor law or a major labor law, you have to go through 4 times, twice to the Senate and twice to the parliament. It's very difficult to do reform under those circumstances. To give reform a chance, you need political stability as well. And, constitutional reform is very often very important to do that sort of thing. Est-ce qu'on peut mener ces réformes, est-ce que l'Europe peut se réformer plus vite sans avoir une intégration fiscale et budgétaire plus importante? Je pose la question ainsi qu'à vous, Jacques Lecacheux. Qu'est-ce que vous en pensez? On a une intégration monétaire et on n'a pas le reste. Oui, mais enfin, c'est un problème de la poule et l'œuf, évidemment. Si on n'a pas les bonnes institutions au niveau national et au niveau européen, on ne peut pas avoir une intégration budgétaire et financière européenne. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est sans doute l'une des principales faiblesses en Europe, c'est ce que vient de dire mon voisin, c'est-à-dire qu'on n'a pas en Europe une institution politique capable de réfléchir sur un horizon plus long et de proposer un chemin de développement économique pour l'Europe, et que du coup tout ça est laissé aux différents gouvernements nationaux avec tous les problèmes que pose justement la coordination de politique économique dans une Europe à 28, et avec des situations extrêmement disparates, et aussi, il faut le souligner quand même, des divergences qui se sont plutôt accrues depuis la crise, et pas le contraire. C'est-à-dire que non seulement les pays européens n'ont pas convergé, mais ils ont plutôt divergé. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, disons, l'Europe du Nord qui a plutôt bien encaissé la crise et qui est bien sortie de la crise et qui connaît depuis une croissance relativement forte, et là-dedans je mets évidemment l'Allemagne, mais aussi les pays scandinaves, et puis de l'autre côté l'Europe du Sud qui a au contraire fortement subi la crise et qui depuis ne connaît pas de reprise, ou seulement depuis très récemment. Et donc les écarts se sont creusés de façon absolument prodigieuse à l'intérieur de l'Europe. Donc ça rend encore plus difficile évidemment de se mettre d'accord sur les politiques à mettre en œuvre, sur les institutions qu'il serait souhaitable de mettre en place pour que ces politiques puissent être efficaces et bonnes pour tous. D'autant qu'il n'y a plus le même fonctionnement du moteur franco-allemand. Pour essayer de... Je pense que vous regroupez pour poursuivre la discussion. Ça marche pas? Pour poursuivre la... Non? Non, c'est bon. Ah, voilà. Là, ce qui vient d'être dit, si on élève un peu notre grille d'analyse sur l'Europe, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a une Europe fragmentée, un leadership fragmenté, et ce, sur tous les plans, à la fois économiques,
et géopolitique. On est quand même entouré de crises aujourd'hui. On voit qu'on n'arrive pas à trouver une réponse commune sur la crise qui va sans doute chambouler le plus le paysage socio-économique, politique de l'Union européenne, qui est la crise des réfugiés. Quand on regarde ce qu'on appelait, il y a encore quelques années, les Big Threes, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne. Quand on regarde effectivement l'atmosphère politique, le débat économique, notre positionnement sur les questions, les crises géostratégiques aujourd'hui, on regarde tous les trois dans des directions très différentes. On n'a pas le même projet pour l'Union européenne. Le Royaume-Uni, on le sait, est confronté à sa crise identitaire quant à son rôle au sein de l'Union européenne, mais également dans le monde finalement. La France est en train de mettre en place un agenda de réforme et qui est estimé être beaucoup trop lent. Et puis l'Allemagne effectivement porte le leadership économique au sein de l'Union européenne, mais fait face sans doute à la plus grande crise qui est la crise des réfugiés. Et donc, forcément, on a une Union européenne un peu en panne sur toutes ces questions-là. Du point de vue de Washington, c'est vrai que quand je me rends très souvent à Washington dans le cadre de mes fonctions, ils attendent de la part de l'Union européenne, de ces trois partenaires, qu'ils essayent de promouvoir une vision la plus cohérente possible pour l'Union européenne. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, sur les questions économiques, Obama va parler à Merkel. Sur les questions stratégico-militaires, il va parler à François Hollande, puisqu'on est aujourd'hui les alliés stratégiques les plus proches, notamment dans le Sahel, mais aussi en Irak et en Syrie. Et le Royaume-Uni, c'est la relation spéciale qui est en train d'être redéfinie, et Obama espère que le Royaume-Uni restera au sein de l'Union européenne, puisque c'est un lien extrêmement important pour la relation transatlantique. Quant à la relation franco-allemande, ce qui me frappe, c'est effectivement qu'il y a un manque de confiance entre ces deux pays, qui sont censés être le moteur de l'Union européenne et créer un peu cet effet d'entraînement, entraîner les autres pays de l'Union européenne à finalement pousser des politiques et des visions plus cohérentes et communes sur tous les sujets, que ce soit le numérique, l'économique ou la politique étrangère qui n'existe pas aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Mais ce manque de confiance, à mon avis, est fondé sur un défaut de compréhension de nos politiques. Je prends l'exemple de la crise des réfugiés. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que le gouvernement français, que nous ici en France, on comprend l'ampleur de la crise des réfugiés que connaît aujourd'hui l'Allemagne et la manière dont ça va profondément refaçonner le tissu social et économique allemand. De l'autre côté, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compréhension de l'agenda de réforme que met en place la France, pourquoi ça prend autant de temps, etc. Et donc je crois véritablement, effectivement, qu'il faut renforcer ce dialogue franco-allemand. Sans ce dialogue franco-allemand, le reste de l'Union européenne ne peut pas avancer sur tous ces pans décisifs. Et je suis tout à fait d'accord pour la crise de l'Ukraine. Là, effectivement, on a eu un co-leadership français et allemand qu'on aimerait voir dans bien d'autres domaines. Could we have your view on this? Well, I'd like to add, first of all, if you look at the history of the European Union, it's a history of crisis. And therefore, I'm in favor of crisis. Because as long as there are no crises, nothing is really moving. And therefore, we need crisis all the time. And concerning visions, there's no vision in France or in Germany, you see. Well, this is the key problem. Because does President Hollande has a vision of Europe today? Does Merkel really has a vision of Europe, of the future of Europe? She talks all the time, we need more Europe. Great. What does it mean, more Europe? Does it mean more integration or more members? Yeah? Or whatever. As long as these leaders have no vision by themselves, you cannot agree on a common vision. Yeah, because nobody has a vision. You see, there's a saying in the United States, we are muddling through. My opinion is Europeans are just muddling. Yeah? That's a problem we are facing. And therefore, we need the crisis.
and look at the issue of refugees. Or we are just at the beginning of a wave of refugees. Look how many Africans are willing to leave Africa. If something might happen tomorrow in Egypt, where would young Egyptians go? We watched for more than 4 years the Syrian war, not being aware that 4 million refugees were in the neighboring countries. We reduced the subsidies for those refugees, not grasping that they would say, no, come on, this is not good enough, we will leave. Now they are leaving. This is all these developments are foreseeable. But nobody reacts. Et Philippe Aghion, vous pensez aussi que le manque de confiance entre la France et l'Allemagne est au cœur du problème? Yeah, absolutely. I think Europe is stalled by the lack of trust between France and Germany. I think there is something, I like to continue, is that I think a big problem of Europe, there is this economist in Munich called Hans Werner Sinn, Hans Werner, of course, and he's very skeptical about, Europe and things. But one day I said, okay, you are always very negative. We should not do this, we should not do that. But let's go back to why did we do Europe? Why did we do it? We did it because we didn't want war and we didn't want fascism. I mean, that's what we didn't want. We wanted to overcome that. And we wanted to have a dream that people would believe in jointly and say it's no longer a zero-sum game, Europe. It's not whatever Germany gains, France loses, or whatever, or England. So that to get out of this logic of war and fascism and totalitarianism, that's why we did it. So if we believe in that, and then I think I rang the bell with him. I mean, he said, you have to be positive, to propose something. And what is the dream there? And I think there the problem is that people have forgotten why we did all this, and what we got from all this. We take them for granted. The peace, the prosperity, all what Europe is now, and given what it was before. You see, I mean, I read, Stefan Zweig, A New World, and what, he thought he was losing this Europe forever. And we make it happen again, in a sense. It's a pity he didn't see it. But you see, that's a huge thing. But the problem is that there are various mistakes that have been done. I think the enlargement of Europe has been very badly conceived and too fast. Because you have now many countries there. It's not that I was against it, but there are many countries that don't care a damn about Europe deeply. They want to have the economic advantage of Europe, but the political loyalty is vis-à-vis the US, as we saw with the Iraq War. They went, boom, let's go and support the Iraq invasion or whatever. They are not very much about the values that I talk about. That's not their problem, okay? And so it's important to say, when you enlarge, do you share the values that were at the heart at the beginning? We went way too fast, because what we do in Europe is that we make things happen, and then we said, the system will adjust. Let's enlarge like this, and then we will manage. Let's do the euro overnight. In spite of all the reservation, we knew there were many problems. Let's have everybody in the euro. Then we will create the situation so terrible that we will need to deal with it. The competition policy. We made it as an integration policy, not as a competition policy. Let's make an competition policy as a tool, as a political tool for integration, not truly as you see what I mean? We use economic means to achieve political goals, and we think the system will adjust, and the system does not always adjust. And I think we should learn lessons from that. And then there is also the notion of vision, of policy. For example, it's very interesting. France wants to do Europe. When they think of fiscal reform in France, they never look at fiscal reform elsewhere. They think they are geniuses and they know all the solutions in France. They never go and look. They want to reform universities. They will never look what other European countries are doing. Benchmarking in this country is unknown. You never do benchmarking. On va y revenir d'ailleurs un peu plus tard dans le débat, mais je voudrais juste redonner la parole à Stéphane Israël à partir aussi d'un fait d'actualité qui s'est passé qui devrait vous réjouir, c'est que la France et l'Allemagne se sont réunis pour discuter du financement des start-up. Jusqu'à présent, la plupart des start-up européennes vont aux États-Unis pour se faire financer, ce qui pourrait apparaître comme quand même un comble. Donc l'idée était de pousser un peu le financement européen des start-up. Stéphane Israël voulait nous expliquer un peu comment l'innovation a été favorisée aux États-Unis et comment ça se compare à l'Europe. On pourrait peut-être écouter sa vidéo.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a en ce moment aux États-Unis quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, au sein de la Silicon Valley, un écosystème qui est en train de se constituer autour du spatial, où vous avez la NASA qui est l'acheteur que j'ai évoqué. Vous avez des milliardaires qui s'intéressent à l'espace. C'est vrai de Elon Musk, qui a une fortune de plus de 10 milliards de dollars. C'est vrai de Jeff Bezos, qui est encore plus riche que lui et qui, à travers Blue Origin, met un pied dans l'espace. Et vous avez évidemment tout le système des universités américaines, Stanford et Berkeley. Et donc, il y a aux États-Unis, effectivement, aujourd'hui, autour du spatial, dans la Silicon Valley, quelque chose qui n'a pas d'équivalent et où vont s'allier plusieurs forces, la force de frappe de la NASA, la force de frappe de ces milliardaires et tous les talents qu'il y a dans les universités américaines. Donc nous devons faire face à cette concurrence et c'est pour ça que c'est très important que du côté européen, nous sachions nous aussi innover, inventer, redessiner notre gouvernance. Si je prends l'exemple d'Ariane 6, c'est la volonté que l'industrie ait beaucoup plus de responsabilités. Airbus et Safran, qui sont deux entreprises distinctes, ont décidé de s'allier dans le domaine des lanceurs. Ils auront sur le futur lanceur Ariane 6 une responsabilité étendue, depuis la conception qui autrefois était assurée par le CNES et qui demain le sera par l'industrie, jusqu'au contrôle de la commercialisation à travers un lien nouveau avec Ariane Espace. Donc, à mon sens, ce que nous sommes en train de faire, nous les Européens, c'est, dans le contexte qui est le nôtre, innover, inventer, créer un nouveau système où nous aussi, nous voulons donner plus de rôle à l'industrie et redéfinir les relations entre l'industrie et les agences. Les agences sont là pour soutenir l'innovation, elles ne sont pas là pour faire à la place de l'industrie, elles ne doivent surtout pas rentrer en compétition avec elle, elles doivent tout faire avec les moyens importants qui sont les leurs, qui sont des moyens publics pour soutenir l'innovation, soutenir l'industrie, mais c'est bien à l'industrie de prendre ses responsabilités pour être toujours plus innovant. Alors, il est plus optimiste sur ce point-là. Et je voudrais quand même qu'on a fait beaucoup de, certains diraient Europe bashing, en expliquant tous les problèmes que l'Europe a rencontrés face à la crise. Mais néanmoins, ce forum est aussi là pour regarder qu'est-ce qui fait qu'une croissance est durable, équilibrée, va pouvoir s'inscrire dans une période de temps plus longue. Et je voudrais vraiment savoir votre point de vue à tous sur comment se positionnent les États-Unis et l'Europe face à cette problématique-là. C'est-à-dire, l'Europe a des atouts pour une croissance durable, les États-Unis aussi, mais l'Europe en a peut-être certains qui sont plus marqués que les États-Unis. Je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Je ne sais pas, on peut commencer par Jacques Lecacheux, par exemple. Si on parle de ce qu'on peut appeler développement durable ou soutenabilité de la croissance, évidemment, on est amené à regarder d'autres indicateurs que simplement la croissance du PIB. Et là, il est vrai que la comparaison entre les États-Unis et l'Europe ne tourne pas forcément à l'avantage de l'Europe. Parmi les indicateurs déjà, ce qu'on appelle les indicateurs de bien-être, c'est-à-dire pas seulement le revenu, mais disons la santé, ça a été évoqué tout à l'heure. Bon, les États-Unis, on le sait, ont une espérance de vie beaucoup plus basse que la plupart des pays européens. Une étude récente de Angus Deaton, le plus récent prix Nobel d'économie, a montré que l'espérance de vie des Blancs de 45-55 ans avait diminué ces dernières années, etc., etc. Donc il y a quand même un certain nombre de signes qui ne sont pas très encourageants sur, disons, la soutenabilité de la croissance américaine. En Europe, donc, on peut dire que d'une certaine façon, même si les performances économiques mesurées par le PIB sont sensiblement moins bonnes, on l'a vu, un certain nombre d'autres indicateurs de bien-être sont quand même bien meilleurs qu'aux États-Unis. Donc la santé, l'équilibre entre, disons, le temps de travail et le temps de loisir, etc., un certain nombre d'indicateurs comme ça. Et puis, si on regarde les choses à un petit peu plus long terme, en termes de soutenabilité, il y a une étude qui a été publiée par le Programme des Nations Unies pour le développement il y a quelques mois et qui essaie de mesurer l'évolution du capital naturel dans les différents pays et sur les différents continents.
Et donc il y a des travaux qui sont en cours, ils ne sont pas parfaits évidemment, mais qui montrent par exemple que l'un des résultats intéressants de cette étude, c'est que en gros, à l'échelle de la planète tout entière, bon, tout le monde le sait, le capital naturel a plutôt tendance à régresser. Le capital naturel par tête, évidemment, diminue puisque la population augmente. Et l'Europe est en fait la seule région du monde dans laquelle le capital naturel non seulement ne diminue pas par tête, mais même augmente. Hein. Donc ça, ce sont quand même des... Alors évidemment, ce sont des indicateurs qui sont extrêmement fragiles, etc. Mais si on regarde par exemple les émissions de gaz à effet de serre, si on regarde un certain nombre d'indicateurs plus facilement mesurables, on voit bien qu'il y a quand même certainement un problème de soutenabilité plus important côté américain que côté européen. Et là-dessus, Horst Eltschik, si l'on regarde un autre indicateur qui, lui, pour le coup, est très regardé par les économistes, le chômage des jeunes, we see that in Germany, for instance, the unemployment of the young people is only 7% when it is 12% in the United States. So how can you explain that? Why is this? Well, we have in Germany, I think, the lowest amount of unemployed youngsters. I think, and we believe it's because of our apprenticeship system, training youngsters after finishing the elementary school in two ways. Partly in a professional school and partly already in companies and handicraft workshops. And therefore, with 16, 17, 18 years old, they are really trained, full trained people. And therefore, we have now a lack of young, trained people all over Germany. And we try hard, the same as in Austria, too. In Austria, Switzerland, they have similar systems. And Germany tries to convince partners all over the world to learn from such a system. And, well, Europeans are lazy to learn from others, you see. For example, China. I had a lot to do in China. I was chairman of a group of 10 companies. We did traffic infrastructure development in China. And the Chinese were the first trying to take over our apprenticeship system. Yeah? Therefore, they are much more flexible than our Italian friends, or I don't know what's going on in France or in other European countries or in Spain. When we look at the labor market, I mean, it is currently reformed in many countries. Maybe Alvaro Parera or Philippe Aguillon, you want to comment on that, but there are a few countries now which are not attacking this problem. You were mentioning Italy, Spain, Portugal. Yeah, there are quite a few, and you know, the countries that reformed started with product market reforms and labor reforms. You know, it's labor reforms usually you can always, if you do a big labor reform. We cannot do it in 1 year and the following year come back and do another one, and then it just it doesn't work. You need to have some sort of social consensus if possible. If you do not have social consensus, at least you need to have a majority in order to go ahead with a good labor reform. But again, there's no point of doing minor changes for labor reforms. Either you do something that will make a difference, or it does make an impact. But I would like to go back to the Euro bashing that you mentioned. Let me just give you an example in the innovation part. An example about Japan, right? So one thing that for me was striking when we visited Japan and when we did the Japanese report, we visited factories, and we went to robotic factories as well, including, among others.
And one thing that struck me was that in a company that was highly supported even by the prime minister that visited the factory, they were doing robotics for medicinal purposes. Fantastic technology. What was their problem? Their problem was, well, to approve the patent in Japan would take at least 15, 20 years, and for the government to give money, you need to have some sort of bureaucratic procedures in order for them to go ahead. So they said, well, we prefer to go to Germany and the United States because they have better, they get better patent laws and they get better incentives for us to patent this and to go ahead and commercialize it. Well, this is an example of how incentives can really distort the development of industries. And in Europe, I think we need to think about an incentive-based approach. When you think about industrial policy, let's not go back to the old industrial policy model, but think about incentives. How can we, in sector by sector, improve their competitiveness? What obstacles do we need to remove in order for them to become competitive? And so incentives, the United States is all about, not all about, but greatly the great leadership and technological leadership of the United States, it has to do partly with good incentives. In Europe, very often we prefer to think about grandiose plans, right? So the Lisbon Treaty, 2010, Europe is going to be the most dynamic region in the world. 2015, we're still not there. And there'll be another plan. So instead of thinking about grand plans, probably thinking about better incentives is the way to go. I would like to go back to Germany. What I like about Germany is not necessarily, again, I have strong views about that. We don't need to talk about it. But it's not really the fiscal consolidation or the fiscal strategy that Germany has for Germany and Europe. What I like about Germany is that, contrary to almost everybody in Europe, they believe that their future was in industry attached to vocational training, right? The dual system. And remember, 15 years ago, thinking about Europe or thinking about industry was not sexy at all. In fact, industry was for the Asians. It was to do something else. We would have the R&D centers here and production somewhere else, the dirty industry. We don't want dirty industry back in Europe, but we want the new industry back in Europe. So again, an industrial policy based on incentives to bring back industry, to make Europe more friendly towards investment and innovation, I think is crucial, more than thinking about grandiose plans about making Europe the most competitive region in the world. Vous vouliez intervenir, je crois, sur le... Et aussi, Alexandra, sur ce qu'on avait à apprendre de la façon dont les pays scandinaves ont géré la crise. Je ne sais pas si, Alexandra, vous revenez du Danemark. Ça, il va revenir. Voilà, il va revenir. Je reviens de Copenhague. J'ai passé le week-end pour une conférence internationale. On a notamment eu l'intervention du PDG de Lego, qui parlait justement de l'innovation. Et il avait cette idée intéressante qu'on innove beaucoup quand on est enfant, grâce au Lego, et qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, notre capacité à innover décline naturellement. Et que donc, entre les États-Unis et l'Europe, qui sont deux sociétés vieillissantes, finalement, il faudrait trouver des moyens de renforcer notre coopération, qui n'est pas évidente parce qu'elle doit être basée sur la confiance. On l'a vu avec le rejet de la Cour de justice européenne de Safe Harbor, qui a été un coup dur pour les Américains, et aussi sur une relation équilibrée. Donc tout ça, c'est en cours, je dirais, de construction. Mais sur le modèle danois, ce qui était intéressant, c'était finalement de voir que ce petit miracle, en tout cas ce qui est perçu ici en France et dans d'autres pays, y compris aux États-Unis dans le dernier débat démocrate entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, où finalement le Danemark était un des premiers sujets discutés parmi les deux candidats pour montrer en fait que c'était un modèle exemplaire en termes de prestations sociales pour les congés maternité, paternité, etc. C'est un modèle qui est finalement très difficilement transposable dans d'autres contextes, y compris dans d'autres pays européens, pour plusieurs raisons. D'abord, la population du Danemark, c'est 5,6 millions d'habitants, donc c'est quand même plus petit que d'autres pays européens. C'est un modèle aussi qui, on l'oublie, n'est pas venu comme ça. Dans les années 90, si vous regardez les chiffres, le taux de chômage du Danemark était proche de celui de la France aujourd'hui, autour de 11-12%. Une dette, un déficit élevé.
un chômage chez les jeunes également élevé. Donc c'est un modèle qui a mûri, qui s'est transformé, ce qu'on appelle la flexi-sécurité, qui est véritablement cette marque de fabrique danoise qui permet finalement de licencier, mais également de recruter de manière rapide, très pragmatique et finalement constructive à la fois pour les employeurs et pour les employés. C'est quelque chose qui a mûri au cours de ces 20 dernières années et qui s'est adapté également à la crise économique, aux influences qui pouvaient venir également du reste de l'Europe et du monde. Donc c'est quelque chose qui s'est construit, c'est pas un modèle qui est tout d'un coup apparu, et ils ont dû faire également beaucoup d'efforts là-dessus. L'autre point qui est peut-être difficilement transposable ailleurs, c'est bien entendu que le Danemark, c'est le pays où il y a une des plus fortes pressions fiscales. Ça peut atteindre 60,3%, il me semble. Mais quand vous interrogez les Danois, ils sont très contents de payer entre 50 et 60% des impôts parce qu'ils reçoivent énormément en retour. Ils sont ravis des prestations sociales qu'ils reçoivent. C'est un peuple apparemment assez heureux. Donc il y a disons, une mentalité danoise, une culture danoise qui est vraiment danoise et qui diffère même par rapport aux Suédois ou aux Norvégiens ou aux Finlandais, et qui fait que c'est un modèle très particulier, la force du contrat social qui lie les citoyens danois au gouvernement, cette confiance. Alors pour eux, c'est vraiment l'ancrage de tout ce qu'ils font en termes politiques et économiques. C'est vraiment cette confiance entre les citoyens et la confiance qu'ils portent au sein du gouvernement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de confiance, et je pense qu'une des maladies aujourd'hui de l'Union européenne, c'est qu'il y a un manque de confiance des citoyens envers leur gouvernement, envers les institutions européennes. Et juste pour conclure sur justement ce problème d'identification du projet européen aujourd'hui, je crois que nos responsables politiques en sont en grande partie responsables. Les seuls partis ici en France qui portent finalement ou qui prennent en otage le discours de l'Union européenne, c'est l'extrême droite qui va faire campagne sur l'anti-Europe. Et je ne vois pas aujourd'hui un responsable politique en Europe véritablement porter un discours positif sur l'Europe. Et ça, c'est véritablement pour moi un problème, y compris pour les générations plus jeunes qui en fait ne perçoivent plus le projet européen comme la construction de la paix, de la démocratie, parce que c'est un acquis, mais ils jugent l'Union européenne, ils jugent leur gouvernement sur leur performance, et notamment leur performance économique. Et je ne pense pas que nos dirigeants politiques aient tout à fait saisi en fait ce changement au sein des millennials dont on a parlé. Je voulais compléter ce qui a été déjà dit très bien par Alexandra, c'est qu'en fait, le modèle que j'appelle modèle scandinave, d'abord il y a d'un pays à l'autre scandinave, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, mais je crois qu'il y a eu l'idée de dire on peut réconcilier une croissance par l'innovation et un modèle social qui donne la santé, l'éducation et qui sécurise les parcours professionnels et qui en fait traite des risques nouveaux. Parce qu'une économie de l'innovation, il y a des risques. Il y a le risque d'une inégalité qui explose, il y a le risque de perdre son emploi et que ça peut être quelque chose de dramatique, et il y a le risque environnemental. Et donc il y a l'idée de dire qu'il faut traiter de ces nouveaux risques. Donc ça ne veut pas du tout dire que l'État doit devenir régalien. The government should not be just regalian. It should deal with the new risk associated with innovation policy. And it's very important because you don't just make innovation economy with R&D subsidies. You need creative destruction. Innovation is creative destruction. It's the new that replaces the old. How you make that happen? First, you make entry and exit easy. To make entry-exit, it has to be easy to create a new firm. You should have a fiscal policy which is predictable. In France, every day you change the fiscal rule. That's terrible for innovation economy. That's the worst. In Sweden, I can describe in 2 lines the Swedish fiscal system or the Danish fiscal system, and we'll get back to that. In France, I can't because it changes every minute. I'm sure that before, you know, since we started this conference, there is a new fiscal law that has been voted in the parliament or whatever. So.
déclaré ce matin qu'il voulait plus multiplier les lois, mais il est peut-être le seul. So you want the free entry, you want exit as well. You want the labor market policy, because when you have innovation-driven economy, is that, of course, you don't stay your whole life in the same job, in the same enterprise. You move from job to job. So you need a system where people are trained, where people can get good training. In France, there is no good training system. In Germany, there is, and in other countries, you have good training system. In France, you don't. So when you're unemployed, it's dramatic. You have to be trained and get a good salary, a good compensation for getting the training. So you need to manage the life so that people will move from job to job in a way which will be exciting. I keep my revenues, I train, I move into a new job. That whole part has to be organized. And the key is to have a system with the flex security means that you have the flexibility for firms to hire and fire, but people get the security not only of income, but of training to get a new job. That's, I think, key to the new system. And you need to reform the state. You see, the problem is that what is the state? The state is not only law and order. It's a state that has to finance knowledge. We spoke about universities, education from kindergarten. It's extremely important. We know how in kindergarten is so important. So that has to be a domain where the state is very important. And the state also has to finance the new training systems and the flex security. And it has to finance also the climate and all that. So the state is crucial. The problem is how the state should be organized. And then I want just to get back to what you said. There is what we call horizontal targeting. You say education everywhere, support to innovating medium-sized enterprises. Those are horizontal ways, and that's very important. But there is also the vertical. There could be that there are some sectors that we consider are particularly important. Renewable energy, health, there are various sectors that we think are particularly important. But the thing is not to do the industrial policy the old way with the national champions, where you say we select a firm and it remains there forever, because then you kill competition and you prevent the creative destruction. So you need to have a pro-competition industrial policy. You need to say there could be some sectors, but if I intervene there, it will be everybody on an equal footing, including potential entrants. It should not be at the advantage, for the incumbents against the entrants. So you have to reinvent, to reconcile competition policy and industrial policy. And what's terrible in Europe is that you have some people who think of industrial policy. They never speak to the people in charge of competition policy. I told Almunia, you shouldn't be, when he was head of the competition, you should be in charge of industrial policy instead of just saying any kind of state aid is bad. No, it's bad when it's badly done. But you can renew and so I talk about the smart state. You see, the state cannot be as it was before. It cannot be minimal state. It cannot be the state of the before, of the Trente Glorieuses in France. It has to be a new, what I call a smart state for innovation-based. Merci beaucoup. Et on arrive au terme de ce débat et je vais vous poser une question extrêmement bête, une de plus, mais qui va peut-être nous montrer finalement que les choses sont loin d'être aussi simples que certains le pensent. Si je vous demandais aujourd'hui, en 2 mots, qui a le plus de chances des États-Unis ou de l'Europe d'avoir une croissance durable, si on se fixe dans le moyen et le long terme, qui vous verriez le mieux armé, chacun d'entre vous, pour avoir cette croissance durable? Donc, Philippe Aguillon. I think, each of them, I think the US, they have a very good ecosystem for innovation. But the problem is that they have not dealt with inequality problem properly and with social dialogue. You see what I mean? And all that part they don't have. The labor market policy, active labor market policy of Germany, the flex security policies of Denmark. I think on those things, I think there are some European countries that may be more advanced than you have. You should know that in the US, 1 out of 100 citizens are in jail. You see what I mean? That's terrible when a country is like that. I think that on those things, there are some European countries that manage better, but they have a better ecosystem. But I think we can take both, the good things of both, I think. Alexandra, c'est une très bonne transition. Moi, je pense qu'en fait, je partirais sur le fait qu'on est encore, États-Unis et Europe, la plus grande force économique au monde. Et je pense qu'on a à gagner à
à renforcer notre coopération sur tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit économique, technologique, politique, géopolitique. Si on veut pouvoir répondre aux multiples crises d'aujourd'hui, dont on a dressé le tableau, il faut que les États-Unis et l'Union européenne coopèrent de manière plus étroite. Et c'est là où, effectivement, on peut booster notre capacité commune à innover. On a des économies d'innovation qui sont de plus en plus intégrées, mais notre coopération réelle est finalement très modeste. Et puis, on voit sur les crises, je dirais, d'ordre plus politique et géopolitique aussi, si on arrive à fédérer nos efforts, on réalise des résultats un peu plus satisfaisants. Donc je ne partirai pas sur une opposition, mais disons un renforcement de cette alliance entre les États-Unis et l'Union européenne. Je sais que les discussions sur le traité de libre-échange sont complètement paralysées, que le débat en Allemagne, mais aussi en France, a à peine démarré, est extrêmement, je dirais, nocif, à la fois dans la classe politique et l'opinion publique française ne comprend rien à rien. Mais j'espère que ce débat va être relancé, sans doute après les élections américaines et potentiellement après les élections françaises et allemandes de 2017. Mais je pense qu'il faut redémarrer cette discussion parce que si on veut continuer à profiter de notre position de plus grande économie mondiale, c'est maintenant qu'il faut le faire. Jacques Le Cacheux. Moi, juste pour ajouter quelques mots à ce qui a été dit, parce que j'étais quand même beaucoup d'accord avec les deux premiers orateurs, je dirais quand même qu'actuellement, ni les États-Unis ni l'Europe ne sont sur un sentier de croissance soutenable. Je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de défis qui ne sont pas relevés. On a évidemment, tout le monde a en tête le défi climatique et la conférence qui va se tenir à Paris dans quelques semaines. Ni d'un côté ni de l'autre, je pense qu'on est actuellement à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour sérieusement s'attaquer à ces questions-là. Aux États-Unis, c'est bien connu, mais en Europe, je pense qu'on se berce aussi beaucoup d'illusions. Certes, nos performances en termes d'émissions sont meilleures que celles des États-Unis, mais en même temps, les progrès sont très très lents dans la plupart des pays européens et les politiques qui sont menées ne sont certainement pas à la hauteur des défis, en tout cas en termes de rythme, disons, de changement. Et Alvaro. Well, I think Europe made a lot of mistakes during the crisis, but I think Europe has come a long way in terms of learning from the mistakes and going forward. Having said that, I think Europe, Europe can be and is, but it will be or can be a great place and a great ecosystem for innovation and entrepreneurship, but we need to give the right incentives. And so I think we should look at the United States and other parts of the world where you have innovation and entrepreneurship flourishing and adopt the same incentives at the same time protecting the social model, the education, the health, the pension part that will make, or that is making Europe an inclusive society. But Europe has everything. To be one of the great, it is already, but even to become even more the great leader of the world, even in terms of technology, we just need to improve the business climate and improve the incentives for entrepreneurship to flourish in Europe. And le mot de la fin pour Horst Teltschik. Well, I think the Europeans belong to the best educated people worldwide. Therefore, there's a lot of potential, and the question is, why are we so slow? And why why are we so lazy? You see, we have a lot of opportunities. We should implement and finalize the single market in Europe. It still includes a lot of opportunities for new business and new jobs. Nothing is really moving. We have TTIP on the table, yeah? 500 million Europeans, 350 million Americans. It's close to 1 billion, it's China or India. We have another proposal on the table, an all-European free trade zone, including Russia and Eastern Europe. I think Merkel put it in Minsk again on the table. There are a lot of opportunities to do more business and for growth. The question is, do we have leadership
with strategies how to implement all these ideas. Yeah? We need more courage. Mitterrand-Kohl le plus rapidement possible, et peut-être que ça ira mieux. Voilà, ben merci beaucoup à tous pour ce débat. Merci à tous.